L'événement qui s'est passé aussi en fin de semaine dernière, c'est la mise en service de deux centres qui ont exceptionnellement vacciner des gens avec l'AstraZeneca. C'est quelque chose qui effectivement va se poursuivre cette semaine dans certains des centres de renfort qui ont été mis en œuvre. Donc effectivement, samedi 6 mars, on a eu l'ouverture exceptionnelle du centre de Doche et de Fezensac, à chaque fois pour 120 injections d'AstraZeneca, encore à des personnes de plus de 75 ans. Ça a été fait, même si l'AstraZeneca sait peu concerner des personnes dans d'autres catégories d'âge. Et là, on devrait, dans les centres ouverts à la vaccination AstraZeneca, cette semaine, Massov, Lectoure, Risque, EOS, les Jourdain et Fezensac. On va continuer de faire des AstraZeneca. Est-ce que dans ces centres-là, on ne fera cette semaine-là que de l'AstraZeneca ou est-ce qu'on... Non, alors, sur ces centres, il y a le rappel Pfizer qui était prévu. Donc, un peu comme à Hoche, le samedi matin. Oui. Il y a une ligne de rappel deuxième dose Pfizer et une première AstraZeneca. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait au niveau national et puis également une disponibilité de vaccins AstraZeneca sur les pharmacies hospitalières. Donc, ça faisait environ 1200 doses sur le département. Donc, ce qui a été décidé par le gouvernement, ça a été de vacciner avec cette disponibilité et rapidement. Donc, et dès le week-end, qui a été fait, puisque nous sommes allés à la fois à Auch et à Fezensac, sur des centres qui étaient déjà prévus d'ouvrir pour la deuxième injection de Pfizer. On a greffé cette première injection en AstraZeneca, d'autant que la doctrine nationale, l'autorité de santé a permis la vaccination pour les personnes de 50 à 74 ans avec comorbidité et pour les plus de 75 ans sans restriction avec l'AstraZeneca. Donc ça a ouvert une possibilité qui a été utilisée tout de suite et qui se poursuit cette semaine avec ces centres de renfort 1 de premier niveau qui, comme ils avaient aussi prévu la deuxième injection de Pfizer, on a ajouté cette possibilité de l'AstraZeneca. D'accord. Et la mobilisation a été forte, y compris, ça s'est fait en très peu de temps, y compris avec le numéro vert social du département. Alors, à propos de notre plateforme départementale, pour information, là, aujourd'hui, elle est fermée pour une question de maintenance et de paramétrage pour les prochains créneaux, mais elle rouvre dès demain, 11 mars, et elle prendra des rendez-vous à nouveau pour la période qui va du 29 mars au 2 avril, avec, pareil, une ouverture de 9h à 15h. Ce sera uniquement pour de la vaccination Pfizer, mais il y aura à nouveau ça. L'espérance qu'on a, c'est qu'effectivement, on arrivera à cette période fin mars, début avril, où on devrait avoir, on va peut-être en parler, une visibilité plus grande sur le nombre des vaccins et donc la possibilité de faire un peu plus. Monsieur Abbaye voulait poser une question. Oui, c'était comment, quand il y a des vaccinations par AstraZeneca pour les personnes de 50 ans qui ont des comorbidités, quand ils vont se présenter à la pharmacie, qu'ils prennent rendez-vous dans les centres, comment on vérifie donc ces comorbidités, qu'il n'y ait pas des gens qui se fassent passer sans justificatif? Alors, il y a c'est déclaratif. C'est déclaratif. C'est aussi la possibilité de passer par le médecin traitant, puisqu'il y a une part de rendez-vous qui sont réservés aux médecins traitants sur les réservations des centres. Donc, une marque. J'ai vu par exemple la Rhône, des gens n'ont pas pu se faire vacciner, mais il a été dit que un certain nombre de personnes ont fait des déclarations, mais comme rien n'est vérifié, il y a des personnes qui n'y avaient pas le droit et qui sont passées dans les 50 ou 65 ans sans avoir de comorbidité, uniquement sur déclaration. Mais pas par la plateforme. Non, peut-être pas. La plateforme, elle ne prend que les plus de 75 ans. Et il y a des parts réservataires qui sont uniquement approvisionnés par les médecins. Mais la plateforme, les opérateurs de la plateforme du département ne prennent que les gens de plus de 75 ans. Donc c'est pas. Après, les médecins, dans leur
présomption de personnel, ils admettent des très législatives. Voilà, un cheval, c'est eux qui apprécient le risque par rapport aux patients. Nous, notre système est celui-là. Hein. Bon, il peut y avoir des effets de. On va avoir un pharmacien qui n'a aucun dossier médical, donc c'est uniquement sur déclaration déjà. Oui, mais après, il revient aux professionnels de. Voilà, au moment de l'entretien avant la vaccination, de faire un minimum de vérification. Un mot sur l'AstraZeneca, la deuxième dose, la période est plus longue que pour le Pfizer, je crois de 9 semaines, non? De 9 à 12. Alors, si vous permettez, effectivement, l'AstraZeneca avait un peu une mauvaise réputation dès le départ. Donc, en fait, ce vaccin est un peu différent, hein, c'est pas un vaccin ARN messager, il est un peu plus classique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être un peu plus importants que sur le vaccin Pfizer. Donc, c'est ce qui a été en partie. Puis le fait qu'il y ait des réserves aussi sur les tranches d'âge dans un premier temps a mis un peu le doute sur ce vaccin, alors que c'est un très bon vaccin. Il y a une étude épidémiologique écossaise, puisque la Grande-Bretagne a vacciné beaucoup plus avec une seule injection. Et c'est une école réputée et qui a montré que le vaccin en fait était tout à fait efficace, notamment contre les formes graves, et lorsque le rappel est fait à 12 semaines. Donc la conclusion de l'étude, c'est que quand le rappel est fait dans la période 9-12 semaines, quand il est fait au maximum de cette période, il est très efficace, et notamment contre les formes graves. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'AstraZeneca, donc maintenant, est mis à disposition, puisqu'il est plus facile dans ses modalités de conservation. Il est mis à disposition des médecins de ville et bientôt des pharmaciens à partir de la semaine prochaine. Donc ça va être le vaccin, dans tous les vaccins qui sont progressivement mis à disposition, l'autorisation pour être utilisé, c'est un vaccin qui sera le vaccin des professionnels de ville. Voilà. Que le Pfizer requiert des conditions quand même encore technico-logistiques, on va dire, un peu contraignantes, qui font qu'il est plutôt utilisé en centre. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut effectivement se projeter un petit peu et au fond commencer à se dire qu'est-ce qui va se passer à partir de la fin mars et au mois d'avril et au mois de mai en termes de gestion de stock et de capacité de vaccination. Je pense qu'on arrivera un peu comme on avait prévu depuis le début à une forme d'accélération par une fourniture sans rentrer dans le détail des chiffres pour en parler. Je préfère un matin, je n'ai pas envie de pas révéler les chiffres avant, mais à l'évidence, il va y avoir au mois d'avril une accélération. Oui, plus qu'un doublement des doses sont annoncées. Donc, il faut maintenant qu'on calibre un système de vaccination qui soit en adéquation avec les approvisionnements. Donc, comme vous dites, il faut réfléchir à un système qui fasse que la prise de rendez-vous qui va être beaucoup plus importante en volume puisse être assumée, qu'on puisse calibrer des centres de vaccination, des jours d'ouverture, des sites, des modalités. Tout ça est en réflexion depuis. Alors, c'est vrai que voilà, notre réflexion, ça va être quoi? C'est que si demain on passe. Actuellement, on a combien de possibilités de vaccination par semaine? Actuellement, on a un approvisionnement de 2340 par semaine. Bon. On aura un petit peu plus la semaine du 22 mars, on va avoir 3500. Et après, on ne peut pas exclure effectivement qu'à partir du 5 avril, enfin début avril, on puisse avoir un chiffre qui sera multiplié par 3, quasiment. Oui. Donc là, c'est ce qui est plus ou moins annoncé. Donc, le tout, c'est de savoir si notre organisation actuelle, alors devant le colonel Ferres qui nous a rejoint, si notre organisation actuelle, elle supporte
augmentation, multiplication par 3, si elle peut nous conduire à organiser des choses différentes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans des centres de vaccination, on va avoir non seulement deux lignes de première et deuxième dose, mais on peut très bien avoir, s'il y a d'autres vaccins qui sont eux aussi disponibles, 3 voire 4 lignes de première dose et deuxième dose sur un autre vaccin. Donc, est-ce que notre organisation en centres principaux, centres de renfort, convient? Est-ce que, comme on l'évoque parfois, mais plus souvent dans les grandes métropoles, on pourrait envisager un maxi-centre qui se ferait avec des vaccinations, j'allais dire, sans rendez-vous, c'est-à-dire les gens, comme on l'a vu dans les zones beaucoup plus concernées, des gens qui font la queue et qui sont vaccinés. Est-ce qu'il va falloir qu'on élargisse la sphère de ceux qu'il faudra aller vacciner à domicile, c'est-à-dire au-delà on parlera de GIR 1 et GIR 2, se dire que c'est peut-être une des solutions d'aller vers les personnes un peu âgées plutôt que de les faire venir dans les centres de vaccination pour pouvoir les réserver à des gens de classe d'âge inférieure. Enfin, je pense que notre modèle, il permet une évolution, mais il nécessitera une évolution. Je pense, je ne sais pas si on a commencé à y réfléchir, mais ce n'est pas pareil de gérer 2000 vaccinations et 7000 vaccinations. C'est mieux, ça nous permettra de donner plus de rendez-vous, et c'est aussi en termes d'organisation quelque chose d'un peu différent. Moi, je suis un peu... parce que derrière ça, derrière cette augmentation, il y a les ressources humaines, c'est-à-dire les gens qui interviennent. Donc, notamment, beaucoup, Colin nous dira un peu les inquiétudes qu'il a et qu'il a déjà exprimées devant nous, des sapeurs-pompiers qui sont extrêmement mobilisés depuis le début, et pas loin pas d'un point de rupture, mais en tout cas d'un point de tension de leur mobilisation. Donc il y a tout ça. On va arriver dans un moment où on pourra être vacciné dans un centre tel qu'on les connaît, à domicile, centre, chez un pharmacien, un médecin généraliste, demain peut-être un vétérinaire. Donc on va avoir une organisation à faire. Je ne sais pas quest ce que vos premières réflexions sur ça, peut-être mon colonel. Oui, président, tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon retard, mais j'étais ce matin sur les centres de vaccination de Nogaro et de Risque, donc quasiment en direct, je vous fais remonter les informations où voilà, toutes les équipes sont mobilisées, les doubles chaînes de vaccination avec notamment les deux typologies de vaccins Pfizer et AstraZeneca sont actuellement en cours. Avec, comme toujours depuis le début des centres de vaccination, un fonctionnement optimal et un état d'esprit positif. Voilà ce que je voulais déjà vous remonter ce matin. Comme vous le disiez, Président, je pense qu'effectivement, notre stratégie, depuis le début, est la bonne, de n'engager des réservations qu'à partir du moment où nous avons la disponibilité des produits, d'être en capacité de dupliquer les situations lorsque c'est nécessaire, et au travers des centres de vaccination de proximité et des centres de vaccination relais, d'avoir autant de points d'appui territoriaux en capacité de répliquer et d'intensifier le dispositif de vaccination. Pour autant, le challenge qui arrive maintenant, qui est celui essentiellement du mois d'avril et du mois de mai, va être forcément complexe à relever, puisque, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Michel, nous préparons une montée en charge très significative de notre dispositif. Et lors des réunions stratégiques et préparatoires, on a fait le constat que toute la palette disponible en matière de traitement et de vaccination doit être utilisée. Ça veut dire que, bien évidemment, il y a les sujets nouveaux qui nous arrivent d'ici quelques jours, où, par exemple, les pharmaciens vont pouvoir appuyer le dispositif, les médecins libéraux peuvent le faire déjà. On a un certain nombre de sujets d'habilitation
pour les infirmiers notamment, et même les sapeurs-pompiers qui pourraient rentrer dans une forme de dispositif plus significatif de vaccination, mais également continuer nos actions. Alors, par exemple, le Vaccibus, qui était dans le Gers, un dispositif très à la pointe, je le signale aujourd'hui également, est répliqué aujourd'hui dans le SDIS de l'Hérault, où ils vont avoir la semaine prochaine la livraison de 2 Vaccibus, va être répliqué au SDIS du Lot, et beaucoup de mes collègues nous sollicitent pour avoir le cahier des charges et l'organisation du dispositif. Ces Vaccibus pourraient être aussi, c'est une hypothèse, la ressource de futurs vaccinodromes, donc sur une logique itinérante. Bien évidemment, on se retrouve toujours engagé dans les centres de vaccination de proximité et les centres de vaccination relais, mais il faut également envisager leur montée en charge. Vous savez qu'aujourd'hui, on est sur 120 rendez-vous par ligne ouverte. On pourrait engager 150 rendez-vous par ligne ouverte, engager plusieurs jours d'ouverture de certains centres de vaccination, et bien évidemment, pour traiter dans la volumétrie, se retrouver dans des lieux plus adaptés, notamment. Et monsieur le maire de Doche nous a dit samedi, lors de la visite du centre de vaccination double flux AstraZeneca et Pfizer, qu'il était favorable à nous mettre à disposition une salle telle que la salle du Mouzon. Sur ces dispositifs-là, on peut envisager d'asseoir, par exemple, un centre de vaccination en capacité à 1000 vaccinations au jour. Ça se fait dans un certain nombre de départements aujourd'hui. Bien sûr, avec le sujet de la capacité des professionnels de santé, des associations, des collectivités et du SDIS. Mais pour autant, c'est ce que je disais il y a quelques jours à M. le Préfet, il est temps de jeter toutes nos forces dans la bataille, parce que nous avons là un créneau qui va s'ouvrir, qui va être dense, qui va être intense, qui va être exigeant, mais qui nous fait préfigurer, si on est efficace, et on sera efficace, des éléments beaucoup plus favorables en termes de sortie de crise. Et j'ai envie toujours, avec une note positive, de dire que le département, et même si je n'ai pas entendu les dernières indications de Jean-Michel, a des paramètres, et notamment des taux d'incidence qui sont plutôt très favorables, et que cette campagne de vaccination va nous permettre d'intensifier encore nos efforts. Et je le disais à nos collègues de la santé, chaque énergie que l'on met dans la vaccination, c'est certainement 10 énergies qu'on évite de mettre dans le circuit de traitement, dans la réanimation et le traitement des situations lourdes. Donc voilà un peu l'état des lieux, toujours positif, certes avec des points de vigilance sur la capacité à agréer nos dispositifs, mais j'ose espérer aussi qu'on aura plus de souplesse, peut-être un peu moins de contraintes dans le dispositif, puisque il nous est annoncé au niveau national des mois à 10 millions de Français vaccinés. Et 10 millions de Français vaccinés, si on fait la proportionnalité du Gers, c'est 20-30 000 Gersois. Donc ça veut dire qu'il nous faut absolument trouver des mécanismes plus agiles, plus souples, plus fluides, pour pouvoir aller plus vite et être encore plus efficace. Voilà. Donc là, je vais passer la parole à Jules Ridet. Je retiens une chose, je crois que c'est ça qui doit être notre état d'esprit aujourd'hui, en tout cas c'est celui auquel j'adhère, c'est celui qu'il faut se jeter dans la bataille. Pour vraiment, là, dans les semaines et les mois qui viennent, il faut que collectivement nous nous jetions dans la bataille. Ça, c'est évident. Deuxièmement, sur le Vaccibus, d'abord, je voudrais dire que je me réjouis que mes collègues de l'Hérault, mon collègue de l'Hérault, effectivement, fasse ça. Il y a eu récemment encore d'autres sujets qui sont passés sur France 3 qui ont montré le caractère exceptionnel qu'avait le Gers par rapport à ça. Je signale aussi que le département de la Seine-Saint-Denis s'est mis aussi à cette formule-là. Mon collègue Stéphane Francel, avec qui nous entretenons de très bonnes relations depuis longtemps, a effectivement fait ce modèle. Et dernière chose, c'est que quand on parle du Vaccibus et d'aller sur place, dans notre tête, pour le moment, on pense au GIR 1, c'est-à-dire on va au domicile de quelqu'un qui ne peut pas bouger et qu'on vaccine, mais on pourrait très bien, et là je le dis devant Michel Baylac,
on pourrait parfaitement imaginer qu'avec des maires, on leur propose de regrouper, X personnes dans leur village et qu'on fasse une vaccination qui n'est pas à domicile, mais qui est dans une salle qui serait dédiée à ça, avec un avantage, c'est qu'il y a souvent, quand on fait une personne par une personne à domicile, il faut attendre le quart d'heure après, comme ça. Là, on pourrait avoir une espèce de mini-centre en fait, de vaccination, mais sur place, et c'est ça que le Vaccinus pourrait également faire. Ce n'est pas uniquement au domicile des personnes, ça peut être dans une mairie, une salle polyvalente où un maire, dans la semaine, aurait recruté, en quelque sorte, si je veux dire, X personnes de son village ou des villages avoisinants qui seraient d'accord pour se faire vacciner. Ça serait Julie Ribet. Merci. Je rebondis un petit peu là, je réagis, puisque vous avez raison, toutes les forces en place qu'on doit saisir. Un mot quand même par rapport aux infirmiers qui ont été donc sollicités dans un premier temps pour tester, pour renforcer les laboratoires, puis pour vacciner, notamment dans les centres de vaccination, puis également dans le dispositif tracé, alerté, protégé, se rendre à domicile pour surveiller les patients finalement. Et là, eh bien, nous n'avons pas encore eu l'autorisation de la Haute Autorité de Santé de vacciner à domicile. Donc, votre information, le Conseil de l'Ordre national des infirmiers, lundi, a écrit à la HAS en demandant cette extension de la vaccination aux infirmiers. Nous attendons. Voilà, nous souhaitons ardemment avoir cette autorisation. On a une question sur le Facebook Live. Vous vous rappelez toujours que nous sommes en direct sur ce Facebook Live. Et une question de Rosa, qui est une intervenante régulière dans nos Facebook, qui demande si notre Vaccinus continue-t-il ses tournées. Oui, la réponse, Rosa, est oui, puisque nous avons lancé ça le 24 février en faisant en sorte de privilégier d'abord les GIR1, le groupe ISO-ressources, souvent, puisqu'on oublie ce que veut dire GIR, c'est le groupe ISO-ressources 1, et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée autonomie, ainsi que leurs conjoints ou aidants familiaux de 75 ans. Donc là, on sait le 24 février, au total, 47 personnes sur les 91 qui sont en GIR1 se sont portées volontaires pour la vaccination à domicile. Donc on a un objectif, c'est de faire 12 personnes vaccinées par jour. Ça continue. Et pour les GIR2, donc le groupe ISO Ressources 2, qui sont lourdement handicapés, mais un petit peu moins, on a 580 personnes qui sont potentiellement concernées. Et nous allons, dans un premier temps, débuter la vaccination le 15 mars, donc dans jours, sur le secteur du Grand Auch, où nous avons répertorié 80 GIR2 qui sont concernés. Et pour le moment, 30% d'entre eux ont déjà été vaccinés. Et nous avons 36 accords à ce jour. Comme vous le savez, nous sommes obligés, c'est une bonne chose de le faire, de solliciter le consentement pour ça. Donc effectivement, tous ces sujets qu'on aborde montrent la complexité d'un dispositif qui va être multiple. Enfin, je ne sais pas, il va y avoir une adaptation, mais qui a toujours été au fond ce qu'on a essayé de faire par rapport à notre département, qui n'a pas une grande métropole dans laquelle on fait les choses, qui a effectivement des taux d'incidence qui, même si on est sur un plateau de 80 depuis une quinzaine de jours à peu près, quoi, on est allé plus bas. Beaucoup aimeraient avoir le même. Beaucoup aimeraient être dans bien sûr, mais moi j'aimerais aussi être comme les Pyrénées-Atlantiques qui, eux, sont repassés en dessous de 50. C'est le seul département qui est passé carrément en dessous de ce qu'on appelle le seuil d'alerte. Bon, donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on continue, bien sûr, de faire attention, des barrières, avec. Mais c'est vrai qu'on a toujours dit que cette période nous incitait encore plus effectivement à accélérer sur la vaccination, parce que c'est ça qui nous permettra non seulement de rester sur ce plateau, mais probablement de baisser. On voit le chiffre sur les EHPAD. À l'évidence, la vaccination commence à donner
résultats en termes de contamination ou d'arrêt de la contamination. C'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que ça va être quelque chose d'important, de compliqué parfois, de faire en sorte qu'on puisse organiser tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là parmi nos participants en visio ou ici, citoyens ou autres intervenants, avant qu'on aborde les autres sujets?